Alors bonsoir et bienvenue à ce webinaire qui a pour sujet élever un sociopathe. Alors je peux voir que j'ai déjà une question. Devient-on sociopathe et si oui, y a-t-il un âge plus sensible qu'un autre ou bien y a-t-il un moment à partir duquel cela devient plus rare, voire impossible? C'est Olivier qui me demande ça. Eh bien, en fin de compte, c'est exactement le sujet de ce webinaire, donc je vais me permettre de laisser la question en suspens. Parce que, en fin de compte, ça va être la conclusion de ce webinaire. Donc, je vous propose de rester accrochés et puis je répondrai à votre question par la suite, tout au cours de ce webinaire. Alors, avant tout, il est temps de faire une définition, enfin de mettre la définition vraiment à l'équerre. Parce que entre psychopathe, sociopathe, pervers narcissique, etc., on s'y retrouve pas toujours. Alors, pour mettre les choses tout à fait au clair, si on regarde ne serait-ce que le dictionnaire de l'APA, American Psychological Association, donc c'est l'association des psychologues américains, vous allez trouver la définition de psychopathe qui, en gros, vous dit formal name for an individual with antisocial personality disorder. Ce qui veut dire c'est un ancien nom ou un nom ou le premier nom pour désigner une personne qui a un trouble de la personnalité antisociale. Parce qu'aujourd'hui on dit pas sociopathe ni psychopathe, mais on dit c'est une personne qui a un trouble de la personnalité antisociale. Si on regarde la définition de sociopathe, on trouve a formal name for an individual with an antisocial personality disorder. Un ancien nom pour désigner une personne qui a un trouble de la personnalité antisociale. Sociopathe, psychopathe, ce sont exactement des synonymes. En France, depuis les années 1980-85, parce que sociopathe, psychopathe, etc., ce sont des termes qui quand même ont été utilisés aux États-Unis depuis les années 50. Mais donc c'est arrivé en France un petit peu plus tard. Et donc dans les années 80, on a trouvé une expression qui dit pervers narcissique, parce que cela vient, en fin de compte, on est très rattaché à Freud, toujours. Et donc quelqu'un a trouvé cette définition. Maintenant, psychologiquement, et si on regarde ça d'une façon de psychologie clinique, c'est-à-dire scientifiquement, c'est une expression qui ne veut rien dire. Pervers narcissique, ça ne veut absolument rien dire. Et si on regarde cela de façon psychanalytique, même de façon freudienne, c'est un terme qui de toute façon ne tient pas debout. C'est pour cette bonne raison que ce n'est pas un syndrome ou un symptôme en psychologie clinique que l'on peut trouver ni dans un dictionnaire officiel et qui ne peut pas être utilisé comme diagnostic. De même façon, dans les cas où il y a des problèmes juridiques, parce qu'il peut y avoir des problèmes avec les sociopathes, avec les psychopathes, ce n'est pas un terme juridique. On ne peut pas utiliser cette désignation de façon juridique. Donc, je n'utilise pas le terme pervers narcissique, je me contente de sociopathe. Pourquoi sociopathe plutôt que psychopathe? Parce que lorsque l'on nomme le mot psychopathe du fait de tous ces films américains de meurtre, de meurtriers en série, Hannibal Lecter, ce que vous voulez, les gens ont un petit peu l'idée qu'un psychopathe, c'est quelqu'un qui va tuer plein de personnes en série, enfin bref. Donc pour éviter un petit peu de mener à cette image, je préfère utiliser le terme sociopathe, qui me paraît un petit peu plus neutre, et qui en tout cas n'est pas autant utilisé à Hollywood. Donc, sociopathe, ça va être le terme de la journée, ça va être le sujet de ce webinaire. Et en fin de compte, le truc, c'est que vous vous doutez bien que ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça tout d'un coup à une personne. Il se passe quelque chose avant où il doit y avoir certains problèmes. Alors là, il y a Olivier qui me demande des psychopathes ou sociopathes souffrent-ils donc d'un trouble psychiatrique ou d'une dérive psychologique? Ni l'un ni l'autre. Les sociopathes, c'est une structure de personnalité, c'est-à-dire que c'est une personnalité qui a certains points récurrents que l'on peut reconnaître, et en tant que personne, ça va être leur façon d'être.
en tant que psychopathe ou sociopathe, on peut parfaitement avoir d'autres maladies ou d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement être sociopathe et avoir la grippe ou une angine, et on peut parfaitement être sociopathe et avoir une schizophrénie ou avoir d'autres problèmes psychiatriques à côté. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une personnalité. Et c'est justement le point central de tout ce webinaire, c'est qu'il ne faut pas considérer la personne sociopathe comme une personne malade ou une personne qui a seulement un trouble de la personnalité. Il s'agit d'une personnalité. Une personnalité qui a certains points récurrents, certains points très spéciaux et bien définis, et ce sont ces points que nous allons voir en ce moment. Si une personne de votre entourage a certains de ces points mais pas d'autres, ce n'est pas un sociopathe. Pour être un sociopathe, il faut avoir tous ces points à un niveau plus ou moins élevé, bien entendu, et donc on dira qu'une personne a un score élevé à l'échelle de la sociopathie ou un score bas à l'échelle de la sociopathie, un score bas sur certains points et un score haut sur certains autres points, mais il faut que tous les points soient là pour qu'on puisse dire que cette personne est sociopathe. Alors quels sont ces points? Ces points, ils sont sur deux grandes parties ou deux grandes parties. La première partie, c'est le côté émotionnel et le côté interpersonnel de la personnalité. Ça va être une personne qui est superficielle, très loquace, c'est-à-dire une personne qui va parler beaucoup, qui va en fin de compte avoir beaucoup de copains, beaucoup d'amis, et qui peut paraître gentil, sympa, tout ce que vous voulez, mais qui en fin de compte est assez superficielle. Si on parle d'un enfant, ça peut être difficile de juger parce que beaucoup d'enfants peuvent être loquaces, d'autres ne le sont moins. Et puis, ils sont, sur certains points, ils peuvent paraître un peu superficiels. Donc, si on regarde un enfant qui pourrait ou ne pourrait pas être sociopathe, ça peut être difficile de juger sur ce point s'il y a quelque chose qui ne va pas. Une personne sociopathe va avoir aussi une idée d'égocentrisme, va être très égocentré et avoir une idée de grandeur. C'est une personne égocentrique et grandiose en tout. Là aussi, on pourra dire que c'est un petit peu comme une personnalité enfantine, très basée sur elle-même, qui a de grandes idées sur elle-même, qui s'imagine vraiment être une personne fantastique et incroyable et qui n'a pas grandi, qui est toujours à ce point un peu enfantin, de se prendre vraiment pour le prince, pour le roi ou pour la reine, parce qu'il y a des filles aussi, et qui est vraiment très centrée sur elle-même. Tellement centrée sur elle-même que c'est une personne qui n'a pas de place pour les autres. Et là déjà, si on parle d'un enfant, si on regarde un enfant, parce que les gens peuvent dire, oui, mais s'il s'agit d'un enfant, c'est un petit peu difficile de voir si c'est normal, parce que les enfants sont égocentriques, bien entendu, et puis ils ont bien entendu tous un peu l'idée de grandeur, en tous les cas de temps à autre. Oui, mais si l'enfant a un problème à voir l'autre côté de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes que lui, bien entendu, il est égocentrique et bien entendu, il est centré sur lui-même, et nous le sommes tous un peu, mais il y a quand même de la place pour les autres. Il peut ressentir des émotions pour les autres et il peut savoir que quand on lui dit « non mais attends, maintenant c'est le tour de Julie » ou « maintenant c'est le tour de ceci, cela », il peut le comprendre, même s'il n'est pas toujours d'accord, même s'il trouve que c'est pas bof, mais bon, il peut le comprendre. Qu'une personne qui est sociopathe ne comprend pas ce genre de choses, ne comprend pas une personne qui est à l'extérieur d'elle-même. C'est une personne qui a aucun remords et aucune culpabilité. Vraiment, si il ou elle fait quelque chose de mal à quelqu'un ou quelque chose qu'il ne faut pas faire, il peut ou elle peut verser quelques larmes de crocodile. Et je dis larmes de crocodile parce que vous pouvez être sûr que 2 jours plus tard, ou quelques jours plus tard, ou quelques heures plus tard, elle recommencera ou il recommencera et ils refont exactement la même chose. Si vous avez dans votre entourage une personne qui a ces tendances de 1, aucune culpabilité, c'est toujours la faute des autres si quelque chose va mal, et qui d'un autre côté n'a absolument aucun remords par rapport aux mauvaises choses qui sont faites, là c'est déjà mauvais signe. Si on regarde déjà une personnalité d'enfant, sur ce point-là,
Déjà, là, on est assez éloigné d'un enfant, même d'un enfant à problème, parce que les enfants ont des remords sur ce qu'ils font, surtout quand on leur explique. Et même si, au départ, bien entendu, ils ne veulent pas prendre la responsabilité de certaines des conneries qu'ils ont faites, c'est un peu normal, mais le fait de ne ressentir jamais aucune culpabilité, que c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute d'un tel ou de ceci ou de cela, là, vous avez peut-être un enfant à problème. Ensuite, et ça c'est un signe qui est très distinctif des sociopathes et qu'on ne retrouve pas sur les enfants, même les enfants à problème, et c'est ce manque d'empathie. Il y a vraiment un total manque de ressentir, de se mettre à la place des autres, que n'importe quel autre être vivant, que ce soit un animal ou une personne plus faible ou ce que vous voulez, mais absolument aucune empathie avec les autres, absolument aucune émotion pour se mettre à la place des autres, peu importe. Tenez, voilà un exemple qui vient du livre The Sociopath Next Door. Alors c'est quelque chose que j'ai traduit moi-même parce que c'est pas traduit en français malheureusement. Et donc le passage dit Skip, qui est donc le nom du personnage principal de ce roman ou de cette histoire. Skip avait un problème. Il s'ennuyait la plupart du temps. Le premier été, alors qu'il avait 8 ans, il avait poignardé les wawarons avec des ciseaux. Alors les wawarons, c'est ce qu'on appelle bullfrog en anglais aussi. Ce sont des espèces de gros crapauds, de grosses grenouilles, gros crapauds. Donc il avait poignardé les wawarons avec des ciseaux, mais il voulait trouver une autre méthode. Il avait découvert qu'il pouvait attraper les wawarons facilement avec un filet de pêche. Il les mettait alors sur le dos, il poignardait leur gros ventre et le retournait alors afin de voir leurs yeux globuleux et stupides s'éteindre alors qu'ils se vidaient de leur sang. Une fois morts, il jetait les cadavres aussi loin qu'il le pouvait dans le lac en criant « Pas de chance pour toi, gueule d'oreille !» Alors, c'est un exemple un peu dur, mais c'est exactement ce dont je veux parler quand je veux parler d'une personne qui n'a absolument aucune empathie avec les autres êtres vivants, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres humains. Bien entendu, les enfants peuvent faire du mal à des animaux sans être sociopathes parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne s'imaginent pas que ça fait mal sur eux, parce que, je ne sais pas, parce que ça ressemble à un animal en peluche, et comme ça fait pas mal à leur animal en peluche, donc ça ne doit pas faire mal au chien. Enfin bref, donc ils peuvent avoir une logique un petit peu à part, ça ne les rend pas sociopathes, mais quand on leur explique, ou quand on leur met les points sur les i en leur disant non mais attention, ça fait mal, tu sais, ça te ferait mal à toi aussi si on leur explique. Là, les enfants comprennent et ils ne le font plus. Alors qu'un enfant sociopathe, lui, manque totalement cette empathie pour les êtres plus faibles. Au contraire, les êtres plus faibles, c'est quelque chose qu'il peut manipuler, sur lequel il peut expérimenter. Donc il y a ce manque d'empathie. Olivier qui me pose encore une question, qui dit « Faut-il réunir l'ensemble des critères pour être une personnalité sociopathe? Le score peut-il être élevé dans un critère et absent dans un autre ?» Il ne peut pas être absent dans un autre, mais il peut être plus ou moins élevé et il faut que tous les critères soient en place, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Bon, bah, il lui manque ça et ça et ça, mais donc c'est bon quand même. » Non. Il faut qu'il y ait tous ces critères pour réunir une personnalité sociopathe. Ensuite, il est trompeur, il est manipulateur. Alors, là, encore une fois, c'est là où les choses sont un petit peu... parce que les enfants, bien entendu, sont un peu manipulateurs. On est tous un peu manipulateurs. On veut tous obtenir certaines choses, on joue sur certaines choses pour obtenir ce qu'on veut. C'est les règles du jeu ici-bas. Et pour les enfants, c'est exactement la même chose. Eux aussi, ils ont des envies, eux aussi, ils ont des choses qu'ils veulent avoir, qu'ils veulent obtenir, ce que vous voulez, et ils utilisent les méthodes qu'ils peuvent utiliser avec les qualités qu'ils ont et ce qu'ils peuvent faire pour arriver à leur but. Là où est le truc, c'est que, surtout en France d'ailleurs, on a un petit peu cette idée que les enfants sont innocents, ils sont purs, ils sont ce que vous voulez, et que c'est donc la société qui les rend comme ils sont, enfin bref. Maintenant, tout ça, c'est des conneries. Les enfants sont des personnalités comme les autres, ils ont des qualités, ils ont des défauts, et puis, comme tous les autres, ils ont certains buts, ils ont certaines choses qu'ils veulent. Et donc, pour les vouloir et pour les obtenir, ils vont utiliser les stratagèmes qu'ils ont à leur portée pour les obtenir.
Mon chien fait ça également. Enfin, je veux dire, c'est pas une question d'être mauvais ou d'être bon ou d'être ce que vous voulez, c'est tout simplement les règles du jeu. Maintenant, si au lieu d'avoir cette idée un petit peu idéalisée de l'enfance et de l'enfant, on les voit tout simplement comme des êtres tout à fait normaux, comme un petit peu tout le monde, eh ben, ça paraît parfaitement logique qu'ils vont utiliser les moyens qu'ils ont pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est tout à fait légitime, il n'y a rien de mal à ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, la différence, c'est que chez un enfant qui a des signes de sociopathie, ça va aller quand même beaucoup plus loin que juste de manipuler un petit peu gentiment pour essayer d'obtenir certaines choses. Ça va être des choses que l'on ne voit pas, ça va être des choses dont on se rend compte beaucoup plus tard. Et ça peut être des choses, même à un jeune âge, qui peuvent être extrêmement sérieuses et qui peuvent aller très loin. Et là, il n'est pas question non plus, quand je dis trompeur, je ne veux pas dire menteur un petit peu, ou je ne veux pas dire essayer d'arnaquer un petit peu papa-maman. Non, non, là je veux parler vraiment de quelqu'un qui déjà à un jeune âge peut utiliser certains masques et utiliser certaines méthodes pour manipuler les adultes et les autres enfants dans une certaine direction. Et enfin, vous avez donc les émotions superficielles, c'est-à-dire que ces enfants-là, déjà à cet âge, les émotions qu'ils ont paraissent extrêmement superficielles. C'est-à-dire que, à part la colère, qui est l'une des seules émotions qui apparemment a l'air d'être réelle, les autres émotions, c'est apparemment quelque chose qui est appris. C'est-à-dire qu'il a remarqué, qu'il a étudié comment les gens réagissent dans certaines conditions, et il réagit de la même façon. Lorsque l'on est face à un sociopathe, que ce soit un enfant ou un adulte, si on est dans le jeu, c'est-à-dire que si c'est une personne qu'on aime, si on est le parent de ce sociopathe, bien entendu, on va s'imaginer que votre fils ou votre fille vous aime, etc., etc. Donc, on ne verra pas qu'il y a un décalage entre les émotions qui sont exprimées, visuellement, c'est-à-dire les choses qu'on peut voir, et ce qui est dit. C'est-à-dire que si une personne qui est sociopathe va vous dire, je ne sais pas, moi, je t'aime, eh ben, le langage corporel ne va pas être en phase avec ce qui est dit. C'est-à-dire que d'abord, il va dire je t'aime, et ensuite, il va prendre un masque d'une personne qui vous aime, etc., etc. Et il va y avoir une demi-seconde ou un quart de seconde de retard aux émotions corporelles. Alors qu'en fin de compte, généralement, c'est le contraire. C'est-à-dire que déjà, on peut voir la réaction physique et ensuite la formulation, enfin, la personne se formule. Mais comme on part du principe, lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière, que les choses sont normales, eh ben, on ne va pas le remarquer. Maintenant, si on y pense, ou si on y réfléchit et si on y est attentif, on peut parfaitement voir cette espèce de décalage entre les émotions, ce qui est dit être l'émotion, et l'expression corporelle. Mais ça, il faut y être attentif. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, essayez d'être attentif à ce genre de truc. Et là, dans ce cas-là, généralement, c'est un très très bon signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième grande partie des problèmes, c'est donc ce qu'on appelle la déviance sociale. Donc là aussi, il faut que tous les points soient présents avant qu'on puisse parler d'une personnalité sociopathe. Ça va être une personne impulsive. Alors, les gens me diront, bah oui, mais les enfants sont impulsifs. Oui, c'est vrai, les enfants sont impulsifs, mais pas de cette façon-là. Un enfant qui va réagir d'une façon impulsive, il va suivre certaines de ses idées ou il va suivre une certaine réaction par rapport à quelque chose. Un sociopathe, ça va être plus réfléchi. C'est-à-dire, par exemple, qu'il va avoir l'idée de faire quelque chose et il va le faire, il va aller jusqu'au bout et ça peut même être quelque chose d'assez compliqué. Ça peut être aller prendre un bus, aller voir quelqu'un, lui faire du mal ou faire quelque chose d'autre. Enfin, c'est pas seulement une réaction par rapport à une chose qui est une impulsion, mais c'est vraiment quelque chose qui peut paraître presque calculé, mais qui ne l'est pas. C'est tout simplement parce que tout d'un coup, il a envie de faire ça, et il va le faire. Que ce soit quelque chose de bien, quelque chose de mal, que ça fasse du mal à quelqu'un ou du bien à quelqu'un, il s'en fout. C'est quelque chose qu'il a envie de faire, donc il le fera. Il a un très faible contrôle du comportement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous lui dites « Écoute, si tu tiens le coup 5 minutes, tu auras ça », il ne tiendra pas le coup 5 minutes s'il n'a pas envie. Il ne peut pas contrôler
son comportement, il a besoin de faire, ça correspond un petit peu à l'impulsion, il a besoin de faire ce qu'il a envie de faire au moment où il a envie de le faire. Il est hors de question qu'il attende 1 minute ou 1 seconde. Il a toujours besoin d'émotions vives, il faut toujours qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, il faut qu'il... donc c'est pour ça qu'il peut donner l'impression, il s'ennuie constamment. Un sociopathe n'a en fin de compte très peu d'intérêt à l'extérieur de lui-même, et donc pour cette raison, il a toujours besoin de motivation et d'émotions vives. Et donc il les crée en créant certaines situations qui peuvent être des fois même catastrophiques, juste parce qu'il a besoin, en fin de compte, de ce shoot ou de ce coup de fouet. Il a donc un total manque de responsabilité, et ça c'est qu'il soit jeune ou qu'il soit pas jeune, de toute façon c'est jamais de sa faute. C'est toujours parce qu'il y a une autre raison. Et ça, ce soit que s'il a une idée de faire quelque chose ou d'arriver à un certain but, il ne va pas travailler pour obtenir ce but. Et donc, il ne l'obtiendra pas. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas travaillé, mais c'est tout simplement parce qu'il y a eu quelque chose d'autre qui s'est mis en travers, ou parce que quelqu'un l'a arrêté, ou c'est la faute de papa, c'est la faute de maman, c'est la faute de la société, c'est la faute du prof, ou d'un copain, ou d'une copine, ou de ce que vous voulez. À un très jeune âge, ils vont avoir des problèmes comportementaux. Pas seulement faire des petites conneries, pas seulement faire des bêtises, mais ça va être quelque chose qui peut aller jusqu'à frôler la criminalité, même des fois être criminel. Ça peut être casser des vitres, ça peut être commettre des vols, des larcins. C'est vraiment des problèmes qui vont, non seulement c'est de ne pas écouter à l'école et se dissiper, mais ça va être se moquer totalement de ce que la prof dit, ça va être taper les plus petits, ça va être tout. C'est pas seulement un des problèmes, c'est pas seulement le résultat de quelque chose, mais c'est une façon de se comporter. Et il peut avoir ces raisons qui vont être les siennes et qui vont être des fois difficiles à comprendre pour nous autres. Ça va être parce qu'il avait envie, ou parce qu'il l'a regardé de travers, ou parce qu'il a dit ceci ou il a fait cela. Enfin bref. Mais ça va être des problèmes comportementaux très sérieux et à partir d'un certain jeune âge. Et donc, plus tard, bien entendu, étant adulte, mais ça, donc, on se moque un petit peu du fait où on parle des enfants, un comportement adulte antisocial, c'est c'est la suite logique de ce comportement d'enfant. Maintenant, si on a un enfant qui réagit la plupart du temps de ces façons-là, si on peut voir qu'il y a ces problèmes, la question que les parents se posent, généralement, c'est « Ok, moi j'ai foiré où? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et ça nous vient donc de cette tendance psychologique que l'on a en France en ce moment, et qui veut que si un enfant se comporte de façon inadéquate, quelle qu'elle soit, c'est nécessairement de la faute des parents, ça vient nécessairement de la faute ou de papa ou de maman, ou des deux, généralement le plus souvent d'ailleurs de maman, parce que du fait où c'est elle qui a l'enfant à partir du plus jeune âge, on peut toujours trouver un moment où elle a oublié de l'allaiter au moment où il a pleuré la première fois, ou elle lui a fait une mauvaise réflexion à un moment donné, enfin bref. Donc généralement, c'est généralement la mère qui est au centre. Mais sans ça, c'est les parents. Et donc la réaction la plus normale, c'est de se dire, ok, j'ai foiré où moi exactement? Eh bien, en fin de compte, si on voit par exemple, il y a cet article sur l'étude de la progression de la psychopathie ou de la sociopathie et du comportement antisocial de l'enfance à l'âge adulte de L. Robbins en 1966, dans l'étude Deviant Children Grow Up de Williams et Wilkins en 1996 et dans Antisocial Personality from Childhood to Adulthood dans The Psychologist numéro 4, eh bien, ce qui en ressort, c'est que les recherches scientifiques et empiriques, c'est-à-dire que lorsque l'on prend les sociopathes que l'on connaît, lorsqu'on étudie leur comportement, lorsqu'on étudie leur enfance, lorsqu'on étudie un petit peu tout ça, eh ben, on peut voir que le matériau qui développe la sociopathie dans l'adulte, il est tout à fait présent dans l'enfant depuis un très jeune âge. Mais quand je dis très jeune âge, c'est aux environs déjà de 3 ou 4 ans
on peut déjà voir qu'il y a quelque chose. Certaines mères m'ont dit, en fin de compte, qu'elles ont pu le remarquer déjà à un âge beaucoup plus jeune, un petit peu comme si elles ne pouvaient pas. Ce qui a été le signe, enfin, d'après mes observations, ce qui m'a été dit le plus de fois, c'est que même à un très jeune âge, un petit peu comme si on ne pouvait pas entrer en contact vraiment avec cet enfant, un petit peu comme si même à un très jeune âge, il y avait un mur ou oui, il y avait une distance, un petit peu comme si on ne peut pas vraiment entrer en contact avec cet enfant comme avec les autres. Et ça me vient de femmes qui ont plusieurs enfants. Donc c'est pas seulement parce que c'est un et seul enfant, mais c'est plusieurs enfants, et donc où il n'y a qu'un seul enfant qui est sociopathe, et ça a été seulement avec celui-là où il y avait déjà ce souci. De toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a les problèmes relationnels avec cet enfant, ça vient vraiment depuis leur plus jeune âge, vraiment depuis un âge très 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 bas, où déjà il y a comme une brisure dans la famille entre cet enfant et le reste de la famille. Déjà à cet âge-là, il y a cette espèce de différence qui est presque imperceptible pour autres que les parents. Le problème, c'est que les parents ne peuvent pas se permettre de dire qu'il y a un problème parce que on va les accuser de l'avoir créé, ce problème, bien entendu. Et pour peu que ce soit une mère seule ou une mère célibataire ou ce que vous voulez, alors là, ça y est, là, c'est foutu. Mais dès le début, dès le plus jeune âge, il y a déjà certains problèmes relationnels, mais on peut les expliquer, on peut les excuser, on peut leur trouver, etc. Mais lorsque l'enfant commence à arriver à l'école, ou au jardin d'enfants, mais généralement c'est à l'école, parce qu'à l'école il y a quand même plus de structure, parce que quand l'enfant est au jardin d'enfants, maintenant je ne sais pas en France combien d'enfants vont au jardin d'enfants, mais c'est très courant au Danemark, et lorsque les enfants sont au jardin d'enfants, il n'y a pas autant de règles et de choses qu'on est obligé de faire et de ne pas faire, donc on s'en aperçoit pas trop. Mais une fois que l'enfant arrive à l'école, où il commence déjà à avoir des règles, on est obligé d'être assis, on est obligé d'écouter ce qui est dit, on est obligé d'étudier, etc., etc. Là, c'est là où le problème commence à s'accentuer, parce que s'il y a une chose que le sociopathe ne veut pas accepter, ce sont bien les règles. Il accepte les règles, mais les siennes, pas les règles des autres. Donc, c'est lorsque l'enfant arrive à l'école que les problèmes vraiment commencent à être visibles. Quels sont ces problèmes? On peut voir, ça va être des mensonges répétitifs. Il va mentir sur tout et n'importe quoi. Alors, oui, bien sûr, tous les enfants mentent. Certains adultes le font aussi. Et si on veut aller en théorie, on pourrait dire que tous les adultes mentent. À partir du moment où je me mets du parfum, je mens sur mon propre odeur. À partir du moment où on se met du maquillage, c'est un mensonge également. Donc, bien entendu, si on veut aller comme ça, tout le monde ment. Mais là, c'est plutôt des mensonges, c'est presque une obsession. C'est-à-dire qu'il va même mentir sans aucune raison. Même sur quelque chose où il n'y a pas de conséquences. Mais ça va juste être un mensonge. Pourquoi? Alors ça, il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est, et ça on l'a de plusieurs sociopathes, qui disent c'est parce que je peux. Parce que ça m'est facile, je peux mentir, je peux manipuler les gens de cette façon-là, et ils me croient, et je trouve ça amusant, ça m'amuse, tout simplement. Il y a une autre raison, c'est aussi de façon à ce qu'on ne connaisse pas cette personne. Comme cette personne va mentir sur un peu tout, on risque de ne pas pouvoir entrer en contact, on n'arrivera jamais à devenir intime avec cette personne parce qu'on ne la connaîtra jamais. Et s'il y a une chose que le sociopathe ne veut pas, c'est bien qu'on le connaisse. Il veut garder ce masque parce que tant qu'il a ce masque, il va pouvoir manipuler. Donc déjà à un très jeune âge, l'enfant va avoir ces mensonges répétitifs pour vraiment tout et n'importe quoi. Pas seulement parce qu'il s'est fait piquer la main dans le sac, parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais tout simplement pour préserver un mur autour de lui. Il a une grande indifférence aux émotions, aux douleurs, aux demandes et aux attentes des autres. En fin de compte, on a un petit peu l'impression que quoi qu'il arrive, il s'en fout un peu. C'est un petit peu, tant pis. Si tu fais ça, tu n'auras pas ton iPad. Ok, j'aurai pas mon iPad. Il s'en fout, il fera autre chose. On a un petit peu l'impression que rien n'a de prise sur lui. Que ce soit, mais si tu fais ça, ça va lui faire mal. Et alors
que ce soit les émotions, que ce soit les douleurs, que ce soit les demandes, que ce soit même à lui-même, en fin de compte, il y a une très très grande indifférence. Il va être en conflit quasi constant, pour ainsi dire, avec toute forme d'autorité, que ce soit les parents, que ce soit les profs, que ce soit les instituteurs, que ce soit les règles du patronage ou de ce que vous voulez. Il sera généralement en conflit avec eux. Et en cas de conflit, que vous fassiez des réprimandes, que vous fassiez des menaces, que vous fassiez des punitions, tout ça, vous obtiendrez rien. C'est extrêmement frustrant parce qu'on a l'impression, en fin de compte, que rien n'y fait, on ne peut rien faire. Quoi qu'on fasse, ça ne bouge pas. Il fait exactement ce qu'il veut, quand il veut, parce qu'il le veut, et puis point barre. Il va avoir une tendance à voler, que ce soit des parents, que ce soit des autres enfants, que ce soit des personnes à droite, à gauche, peu importe. Il y a une forte tendance au vol. Il va y avoir une agression quasi persistante. Ça va généralement être des bagarres avec les autres élèves, mais le plus souvent, ça va être le harcèlement des élèves plus faibles, ou plus gentils, ou plus petits, ou généralement du plus faible. Que ce soit des animaux ou que ce soit des enfants plus faibles, ça vient du pareil au même. Il va y avoir cette espèce d'agression persistante, plus ou moins sur tout. Et puis, il va y avoir une longue liste de truanderies de différentes sortes, de rester tard le soir alors que c'est interdit, il va faire l'école buissonnière, il va fuguer, enfin bref. En fin de compte, c'est surtout le principe que il fait en fin de compte ce qu'il veut, peu importe les règles et peu importe ce qu'on en dit ou ce qu'on en fait. Une facilité à faire du mal à des animaux ou à tuer même des animaux. Ça, alors là, il faut dire que ce n'est pas nécessairement, c'est-à-dire qu'il va avoir une facilité à faire mal à d'autres personnes ou à des personnes plus faibles, ou éventuellement à des animaux. Mais on a vu certaines fois des sociopathes qui pouvaient avoir une relation à des animaux parce que, en fin de compte, les animaux faisaient plus ou moins ce qu'ils veulent. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais il y a une certaine facilité, de toute façon, à faire mal à autrui. Et enfin, une sexualité précoce. Alors là, il n'est pas seulement question de faire touche-pipi, mais ça peut aller beaucoup plus loin à un âge qui est quand même relativement jeune. Ça va être une sexualité qui pourrait paraître une sexualité d'un enfant ou d'un jeune de 16-18 ans, alors que l'enfant a 6 ou 8 ans. C'est une sexualité non seulement très éveillée, mais qui peut être précoce et qui peut même aller jusqu'à être violente. Voilà, maintenant je peux voir que l'heure avance et en fin de compte, j'ai encore beaucoup et je ne veux pas que ça prenne trop longtemps. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais vous donner rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour la deuxième partie de ce webinaire. Maintenant on a fait la personnalité, vous avez vu un petit peu la personnalité. Dans le prochain webinaire, donc je vais venir le plus sur les raisons qui mène à la sociopathie. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant ou qu'un adulte... Parce que, bon, le principe, c'est qu'une personne ne devient pas sociopathe à l'âge de 18 ans, ou de 20 ans, ou de 25 ans, ou de 40 ans, ce que vous voulez. C'est quelque chose qui est en place à un âge beaucoup plus jeune et dont les parents peuvent s'apercevoir déjà lorsque l'enfant est relativement petit. Donc, maintenant on a vu la personnalité, dans le prochain webinaire, je viendrai plus dans les raisons, qui sont les raisons de la sociopathie, et surtout ce qu'on peut y faire, si on peut y faire quelque chose. Si vous avez des questions, préparez-les pour la prochaine fois. Et donc, je vous dis, on fait faire une petite pause. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les envoyer à cyril@malka.fr, parce que si c'est nécessaire, je les inclurai dans le prochain webinaire. Alors, en ce moment, je suis en train de déménager mon serveur, malka.fr, donc il se peut que les mails n'aboutissent pas, donc vous allez les recevoir en retour, non délivrés, je ne les aurais pas reçus. Donc dans ce cas-là, attendez un petit peu et essayez de me les renvoyer. À un moment donné, mon serveur sera en route et dans ce cas-là, je les aurai, donc pas de souci. Mais là, il peut y avoir quelques heures ou même une journée où je ne recevrai aucun mail, où les mails vous seront renvoyés non délivrés. Mais dans ce cas-là, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet et que vous voulez que je les prenne dans le prochain webinaire, envoyez-les-moi à cyril@malka.fr.
Sans ça, je vous dis bonne soirée et puis donc à d'ici une quinzaine de jours pour le reste de ce webinaire. Au revoir.